Alors. Finalement de Sa Majesté le Roi, deux certificats donc à deux personnes qui ont été particulièrement méritantes dans le cadre de leur travail. Donc il s'agit d'une procédure peu habituelle, donc je pense que c'est à souligner, donc à mettre en avant. Donc ils mettent en avant leur implication dans leur travail, leur contribution à l'économie et finalement donc au bien-être de notre société. Donc je pense que c'est important de pouvoir mettre à l'honneur les personnes qui s'investissent de cette manière. Alors on a deux personnes que je vais appeler pour les honorer de ce diplôme. Donc il y a tout d'abord Elisabeth Schutters, donc, qui est désignée lauréat du travail dans le secteur profession, métier de l'ingénieur, Master of Science, et qui a obtenu le titre et l'insigne d'honneur d'or, ainsi que le label de mentor. Donc je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Elisabeth, je te félicite et te souhaite encore beaucoup de courage et d'investissement pour la suite, puisque ce n'est qu'une étape, bien entendu, dans une carrière importante. Ouais. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot pour dire ce que représente un petit mot ou bien ouais. Ou pas, hein, c'est pas grave. Je suis intimidée. Oui. Voilà. Je voudrais dédier cette récompense à mes deux fils, Lucas et Adrien. Voilà. Et voilà, donc nous passons à la deuxième lauréate. Donc, il s'agit d'Anne-Charlotte Moïmon, donc, qui a été donc, honorée de ce diplôme par Sa Majesté le Roi en date du 18 novembre 2024 dans le secteur des musées, archives et bibliothèques. Donc on peut la féliciter et lui proposer des nouvelles. Félicitations, bravo. Un petit mot aussi. Mais en fait, moi, je travaille au musée de l'Armée, ce qui est très peu commun comme institution, où je suis responsable de la sécurité depuis peu de temps, ce qui m'a valu du coup le lauréat, le premier de bronze, puisque je m'investis et je me forme en permanence pour mon institution. Voilà. Bien, bravo. Bravo à toutes les deux, donc j'espère que ça va pouvoir susciter des vocations parmi beaucoup de personnes, beaucoup de Wallinoises ou Wallinois dans leur activité et leur investissement donc, pour la société. Merci en tout cas. Et bien voilà, donc nous allons commencer la séance publique du Conseil par le premier objet qui est le procès-verbal de la séance du 23 juin 2025. Y a-t-il des remarques ? Deuxième objet, règlement relatif aux modalités d'octroi de primes communales à l'obtention du brevet d'animateur ou de coordinateur de centre de vacances. Juste sur le PV, Laurence n'était pas reprise si elle était présente. Le 23 juin. Effectivement.
la correction, merci. Voilà, merci. Donc, deuxième objet, c'est la modalité d'octroi de primes communales pour les brevets d'animateurs et de coordinateurs de centres de vacances. Alors voilà, c'est un règlement qui n'a plus été activé les dernières années, donc on vous le représente aujourd'hui. Alors comme vous le savez, on a des plaines communales qui s'organisent de façon très régulière et on a déjà revalorisé le salaire de nos animateurs, mais on trouvait que leur donner un petit coup de pouce supplémentaire était quelque chose d'important. Ce coup de pouce, il va se traduire justement par une aide à l'obtention du brevet d'animateur. Voilà, c'est un brevet qui nécessite quand même de nombreuses heures, 300 heures, je pense qu'il y a des heures pratiques, des heures théoriques, et nous proposons en fait une prime de 300 € maximum, qui serait, bon, ce brevet s'étale sur plusieurs années, je pense qu'on participe à concurrence de 100 € par an. L'idée, ce serait, en échange de cela, de demander aux jeunes, en tout cas quand ils font leur formation, de travailler pour nos plaines, bien évidemment. Cette prime s'adresse à des Wallinois, donc il faut être domicilié sur le territoire de la commune. Et vraiment, le souhait qu'on a, c'est de pérenniser leur action au sein de nos plaines communales. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Oui, non, simplement, effectivement, c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait. Je pense que c'est une bonne chose et que la formation est toujours bien utile. Juste une petite remarque, il y a certaines mutualités qui, évidemment, il faut être affilié à ces mutualités-là, mais qui déjà ont comme avantage le fait de rembourser totalement la formation d'animateur breveté. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut mettre dans le règlement une petite phrase. Pour ne pas qu'il y ait redondance au niveau du paiement et que personne ait deux fois sa formation qui soit payée. Mais je pense qu'effectivement, ce sont des formations qui sont bien utiles et fort intéressantes. Et en plus, totalement nécessaires par rapport au subventionnement ONE. Tout à fait. Parce qu'on a besoin d'un animateur breveté pour 2 non brevetés en fonction des âges, etc. C'est nos subsides. Ouais. Non, mais c'est une bonne remarque, on pourra l'intégrer en tout cas. Ainsi que toute autre aide éventuelle. C'est pas qu'il y a d'autres niveaux de pouvoir, mais voilà, on peut le faire de manière globale, quoi. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Troisième objet, marché public de travaux relatif à la réalisation de 2 bassins de rétention contigus sur le site de Spech à Île-Saint-Vincent, dans le cadre du plan communal d'action en matière de lutte contre les risques d'inondation. Voilà, c'est une étape nouvelle, donc importante dans le cadre de notre plan de lutte contre les inondations. Donc, on sait que le quartier de Spech est un des quartiers qui a été le plus touché par les phénomènes à la fois de coulées de boue et bien entendu de débordement. Ici, il s'agit du projet d'aménagement de 2 bassins de rétention qui visent à gérer donc, les flux liés donc, aux coulées de boue. Je pense qu'on a déjà parlé donc, à plusieurs reprises. Donc, il y a eu des études qui ont été menées dans un premier temps. Il y a eu une demande de permis qui a été sollicitée, qui a été obtenue donc, le 5 décembre 2024. Suite à la demande de permis, donc, il y a eu toute une série de discussions dans le but d'acquérir la parcelle concernée. Et donc, on en avait parlé aussi donc, au conseil communal. Donc, la fois passée, donc, on avait d'ailleurs marqué donc, l'accord pour l'acquisition de la parcelle majoritaire, très grande majoritaire, donc, nécessaire pour la réalisation de ces 2 bassins de rétention. Pour rappel, c'est 2 bassins qui collectent les flux qui viennent d'un côté bassin bâti du Chêne et de l'autre côté donc fond de Vaud, avec des systèmes d'inflexion dans les voiries qui forcent l'eau donc à revenir donc dans ces bassins, avec une capacité de rétention, de temporisation finalement de 1103 mètres cubes. Le montant estimé des travaux, donc comme vous le voyez, est de 353 000 €. Donc c'est le montant estimé par l'auteur de projet. L'objectif ici est donc de lancer le marché de travaux en espérant pouvoir donc l'attribuer cette année et réaliser les travaux donc l'année prochaine. Donc on aboutit de manière très concrète ici avec un projet donc important pour la problématique des coulées de boue à Spech. Voilà. Oui, des remarques? Pas de souci, évidemment. Juste une petite demande où on en est sur les autres études, notamment celle du Jonquois. Je voudrais agir par rapport à ce dossier. Moi, je sais qu'il y avait possibilité d'étudier une autre possibilité et malheureusement, on reprend des terres agricoles d'une haute valeur pour faire les bassins alors qu'il y avait d'autres possibilités. Donc pour moi, ce sera abstention.
L'autre possibilité, si tu peux la partager, hein, pas de souci, tu peux l'évoquer, tu peux l'expliquer de manière très claire, mais pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité. Je pense qu'on a mandaté des bureaux d'études qui sont spécialisés en la matière. S'ils estiment que cet endroit est le meilleur endroit pour gérer donc, la problématique, qui est vraiment quelque chose de très important pour les habitants de Spech. Je pense qu'à chaque goutte de pluie, il y a un stress très important de leur part. Donc on doit apporter une réponse. On apporte une réponse qui est concrète. Je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus bas. Hein. On est vraiment au bas de la pente, donc je ne vois pas très bien où on peut aller beaucoup plus bas. Ah oui, donc on peut démolir des bâtiments. Ok. Oui, bon, on peut en parler aux propriétaires, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ici, le montant, il a été négocié, il y a une indemnité, je pense que c'est un peu d'ailleurs particulier d'en parler en séance publique, puisque je pense peut-être que tu devrais même sortir donc la salle, puisque tu es concerné donc, par l'indemnité qui a été octroyée par rapport à cette terre. Donc je pense que c'est un peu limite de venir parler de ces choses-là donc à ce stade-ci en plus, puisque ce projet, on en a parlé donc à plusieurs reprises. Et donc je pense qu'effectivement, c'est assez particulier. En l'état, je pense que c'est un projet donc, que les habitants attendent fortement. On doit agir. C'est la possibilité qui a été réalisée, qui est concrétisée. Et donc je pense que c'est vraiment important maintenant d'avancer et de réaliser enfin donc, ces travaux que tout le quartier donc, attend. Sur les autres études, il y a environ donc, une quinzaine de projets sur lesquels notre conseiller donc, inondation travaille. Alors dans le quartier de Spech, on a donc le projet de la ZIT, donc la zone d'immersion temporaire, qui pour objectif a pour objectif de contenir 150 000 m3. Donc ça, c'est un investissement donc, très important. Donc à ce stade-ci, donc la phase d'étude est terminée. Donc on va commencer donc les discussions avec les autres propriétaires, puisqu'on a déjà eu l'occasion, on en avait parlé, d'acquérir une des plus grandes parcelles aussi nécessaires pour l'établissement donc de la digue. On a une réunion avec les propriétaires et les exploitants la semaine prochaine pour leur expliquer comment va se passer donc, toute la procédure. Donc on avance donc, clairement. On a maintenant le périmètre qui est bien déterminé. Donc l'étape suivante, ce sera la demande de permis pour pouvoir donc, avancer concrètement. D'autres éléments, donc, il y a aussi donc, à Perbet. Donc à Perbet, on a lancé le marché puisqu'il était passé déjà donc, au conseil communal. Donc on devrait recevoir les offres dans un mois, je pense. Donc pareil, donc là pour le bassin de rétention donc au niveau de l'ancien site de captage, donc attribution du marché cette année, travaux donc l'année prochaine. Au niveau du bois des Gardes, donc c'est-à-dire donc en face du château d'Oualin. Donc là où on est en partie propriétaire de la terre concernée, on a passé un point donc aujourd'hui au collège. La phase 1 est terminée, on a commandé donc maintenant la phase 2 qui nécessitera des analyses complémentaires. Au niveau du Jonquois, donc il y a plusieurs pistes. Donc il y a une piste en lien avec une terre que l'on pourrait donc acquérir, qui permettrait donc de créer donc aussi donc une noue à cet endroit. Puis il y a une autre piste qu'on évalue qui serait plus en amont d'ailleurs de là où on a installé une fascine, de l'autre côté donc du chemin de la route de Oualin. Et donc à ce stade-ci, notre conseiller inondation donc étudie cela donc avec les bureaux d'études pour voir quelle est la meilleure solution pour gérer donc au mieux les flux à cet endroit. On a aussi des études qui sont toujours en cours au niveau du quartier de Fossé-Quintin et rue Marie-Aubrou et du pont de Saint-Lambert. Donc on a décidé de plusieurs choses. On a décidé d'élargir le pont. Donc on a attribué un marché pour élargir le pont à Saint-Lambert pour permettre d'évacuer au plus vite. Alors on ne l'a pas fait de manière irréfléchie, donc on a demandé d'analyser donc les impacts de cet élargissement donc en aval, mais le bureau d'études nous a bien confirmé que ce sera donc bien régulé en aval également. Et là donc il y a un deuxième bureau d'études qui a été mandaté pour voir si une ZIT ne peut pas être imaginée aussi en amont du quartier de Fossé-Quintin. Que dire d'autre? C'est les principaux points, je pense, en termes d'endroit. Il y a donc dans le quartier de Spech aussi une analyse qui est faite au niveau du fossé Terralo, qui est un fossé qui ramène toutes les eaux, on va dire, de la route de Oualin donc vers Nîmes, sur lequel des redans ont déjà été aménagés et d'autres vont l'être également. Donc ça, on l'a déjà décidé. Une analyse complémentaire pour voir ce que l'on peut faire en plus va être réalisée. Mais donc globalement, comme on l'avait annoncé, donc on travaille de front sur, j'ai dit une dizaine, une quinzaine. Il y a aussi d'autres plus petits dossiers donc, qui sont à l'analyse. Ça prend du temps au niveau des études, mais vous voyez que maintenant, de tous côtés, donc, les projets se concrétisent et vont sortir l'un après l'autre, avec toujours la difficulté
du foncier, puisqu'on n'est pas propriétaire, bien entendu, de toutes les terres qui sont nécessaires pour réaliser donc, ces différents investissements. Mais voilà, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions plus concrètes, mais ce sont les principales avancées. On continue, et c'est important, à mener tout cela en dialogue avec la population et le quartier concerné. Donc à chaque étape importante, on a donc des réunions. On en a une la semaine passée. Oui, j'ai oublié de dire, ça c'est un point important aussi, au niveau de quartier de Saint-Paul, qui avait été fortement touché par des coulées de boue en 2021 principalement, où là donc, est à l'enquête publique maintenant la demande de permis pour l'aménagement d'un bassin de rétention dans le quartier, dans le coin formé donc, par les dernières habitations et la rue des Deux Urées, où là effectivement donc, on a vraiment donc, un aménagement donc, important. On a eu la réunion avec les riverains, donc avec quelques questions, quelques remarques, mais à chaque fois donc, on organise donc, ces réunions. Demain ou après-demain, c'est avec Fossé-Quintin, je pense. Voilà. Donc on continue, on avance vraiment en bonne collaboration et bon échange avec la population, parce que c'est important à la fois qu'ils soient informés de comment les choses avancent et d'entendre leurs remarques par rapport aux projets qui sont imaginés. Donc ça prend aussi du temps, mais c'est nécessaire pour aboutir à quelque chose d'efficace. C'est le plus important. Je pense qu'on peut passer au vote, puisque Isabelle, c'est abstention. Donc Laurence Mette, oui. Philippe Martin, oui. Isabelle Denef, Goman, Olivier Pétronin, oui. Didier Hayet, oui. Francine Queckenbosch, oui. Xavier Dubois, oui. Isabelle Van Bavel, oui. Mélanie Aubruche, oui. Bénédicte Grand-Gagnage, oui. Guillaume Staumont, oui. Mathieu Stas, oui. Cyril Lizen, oui. Aurélie Biston, oui. Anne-Françoise Désirant, oui. Camille Gigot, oui. Aurélie Maréchal, oui. Mélanie Noël, oui. Bernadette Van Den Bosch, oui. Le troisième objet est acquis par 18 voix pour et une abstention. Voilà. Nous passons au quatrième objet, marché public de services relatif à une mission de hauteur de projet pour l'extension et le réaménagement des bâtiments de l'école de Tourine, en vue d'y créer 2 classes supplémentaires ou 2 réfectoires, ainsi qu'un espace polyvalent. Alors ça, c'est une demande qui existe depuis déjà quelques temps et en fait qu'on souhaite concrétiser, c'est-à-dire l'agrandissement de ces bâtiments scolaires en rejoignant en fait le bâtiment des maternelles et le bâtiment primaire. Et pour cela, il faut évidemment mandater un architecte qui serait chargé du projet. Et donc voilà l'idée de créer 2 classes supplémentaires ou 2 réfectoires ainsi qu'une salle de prof à l'étage. Il faut savoir qu'ils sont très très mal desservis en termes d'espace de rencontre aussi pour les professeurs. Donc c'est l'occasion de participer au bien-être des équipes sur leur lieu de travail et des enfants bien entendu. Je rappelle qu'il y a un conteneur pour le moment qui accueille les enfants pendant la garderie, donc il est vraiment temps de travailler sur ce dossier-là. Des questions ? Oui, nous on avait des petites questions. Donc on voit quand on lit le cahier des charges que l'extension elle vise donc à répondre à une augmentation du nombre d'élèves ces dernières années, qui a conduit justement à la transformation des locaux existants en classe, à utiliser des conteneurs, comme Isabelle a dit, pour les repas de midi. Mais on a quand même quelques questions plutôt de clarification, parce qu'on a vu que la tendance des dernières années, donc elle montre une augmentation, puisqu'en 2024, il y avait 120 inscriptions. Donc ça, c'est par rapport au tableau qui est repris au point 5 du Conseil. Mais ça montre aussi des fluctuations, puisqu'on voit à l'école de Tourine qu'entre 2024 et 2025, on est passé donc de 120 à 105 inscriptions, si je ne me trompe pas. Et qu'en 2020, donc, le nombre d'inscrits était de 106. Donc au final, entre 2020 et 2025, c'est plus ou moins resté globalement similaire, hormis ce pic de 2024. Et donc on voulait voir si le projet d'agrandissement il était basé justement sur des projections à moyen terme fiables, donc en tenant compte justement du taux de natalité et des tendances démographiques. Et alors, au niveau des objectifs à long terme, on voulait savoir si ici l'extension elle a pour but d'accueillir dans le futur de nouveaux élèves, donc d'augmenter le nombre d'inscriptions, ou si c'est vraiment ici pour améliorer les conditions d'accueil et les conditions des professeurs. Alors c'est pour améliorer les conditions d'accueil, mais c'est également pour faire face, éventuellement, mais probablement aussi à un moment donné, à l'ouverture de 6 classes en primaire et 4 classes en maternelle. Donc je pense que c'est quand même nécessaire. C'est vrai que les chiffres scolaires, on a constaté
une petite baisse, mais comme dans toutes les écoles en milieu sans doute plus rural, mais ça peut aussi se passer en milieu urbain, on peut connaître de meilleures années, des années un peu moins bonnes. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même se projeter et pouvoir envisager le développement de cette école-là. Je rappelle aussi le projet de crèche, 42 lits qui va s'ouvrir à côté de l'école. Tout ça doit être intégré dans notre réflexion. Donc on trouve que c'est judicieux de continuer ce projet-là. Ok. Surtout que l'année passée, ils ont déjà mal vécu une petite classe qui était dans le réfectoire, donc ça se justifie. Et donc l'année passée, il n'y avait déjà pas assez de classes. L'année passée, on avait, on avait Je pense que ça fait des années en fait que les conditions ne sont pas bonnes. Donc même quand le nombre d'inscriptions était à 105, c'était déjà pas correct. On a passé une augmentation un peu plus forte, donc voilà, de tendance qu'on a observée. Et donc je pense que ça fait plusieurs années qu'on doit considérer qu'en fait c'est insuffisant. Et donc forcément encore plus parce qu'il y a une année où il y a une augmentation. Et donc je pense que de toute manière, il est nécessaire de pouvoir amener donc, cette modification. Enfin, je rappelle ici, c'est la désignation de l'auteur de projet. L'auteur de projet, lui, il va justement définir au mieux en fonction des besoins. Donc besoins qui ont été validés aussi par la Fédération de Bruxelles. Donc on a eu plusieurs contacts avant de pouvoir lancer donc, ce cahier spécial des charges. Pour s'assurer aussi qu'on sera bien subsidié. Oui, parce qu'on ne fera pas les travaux si on n'est pas subsidié. Si on est subsidié, c'est que la fédération valide aussi le principe que le besoin est là. En fonction du nombre d'élèves et des mètres carrés. Oui, c'est ça. Et vous avez déjà reçu un accord préalable de subvention vous avez déjà un premier accord de subvention pas formel, parce que ça ne fonctionne pas comme ça au niveau de la procédure, mais on a pris des contacts avec la responsable au niveau de la fédération qui a validé la norme. De surface entre guillemets donc, que l'on peut promériter mais tout ça justement c'est avec l'auteur de projet qui va définir vraiment de manière précise. Il y a une quantité d'étapes encore avant qu'on arrive à la construction. Pour rappel ici donc la rénovation et la création des 2 classes à Wallin. À mon avis on a lancé ça en 2019 2020 on va je pense. fin 2025. Voilà, donc vous voyez le temps administratif et technique que prennent ce genre de dossier. Donc il est bien entendu nécessaire de pouvoir lancer les choses dès maintenant. Et puis on suivra bien entendu l'évolution de la population scolaire à Touvine en particulier dans les 4-5 ans qui viennent. Mais on a encore le temps bien entendu avant d'inaugurer la première pierre. Ça c'est sûr. Ça va, merci pour les explications. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Plus de questions? Le 5e objet lié aussi, c'est la rentrée scolaire 2025 et 26, chiffre de la population scolaire. C'est pour Isabelle. Eh bien voilà, vous avez eu les chiffres, ils sont exposés devant vous. À Wallin, nous avons un total de 165 élèves, 59 en maternelle, 106 en primaire. À Tourine, 38 élèves en maternelle, 67 en primaire. Et à Perbey, 36 élèves en maternelle et 51 en primaire. Il est possible qu'il y ait encore un petit mouvement à Perbey au niveau des maternelles parce que je pense qu'il y a 2 inscriptions supplémentaires, mais je dois avoir confirmation de la directrice à ce sujet-là. Donc voilà, on a un total de 357 élèves sur les 3 implantations scolaires de Wallin. Voilà. Alors le 6e objet, c'est la convention entre la commune de Wallin et le complexe sportif de Blochery relatif à la natation scolaire pour l'année 2025-2026 à la piscine du Blochery. Alors ça c'est une reconduction, comme vous le savez, on a des couloirs de natation Blochery depuis déjà quelques années. On a eu la chance avec l'inauguration de la nouvelle piscine de pouvoir avoir 4 couloirs supplémentaires, ce qui nous permet de faire nager les enfants de la 3e maternelle, eux ils vont encore ici à la piscine de Nîmes, jusqu'à la 6e primaire. Pour un coût défiant toute concurrence de 247,5 € par semaine, ce qui n'est vraiment pas élevé pour faire nager autant d'enfants. Donc voilà, c'est une reconduction. Oui. Pas de souci sur la reconduction, évidemment. En effet, le prix est avantageux et la natation c'est super important et vraiment chouette qu'on puisse... C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, il y a très peu d'enfants qui ont la possibilité. Oui. De plus en plus, les écoles suppriment parce que voilà, pas de place ou un donc, en tant que maman, je valide complètement ça. Mais comme c'est vrai qu'ici, on n'a pas eu de conseils pendant l'été, je voulais profiter de ce point piscine pour demander quelques précisions et pouvoir informer, je pense aussi, la population sur
le sujet des piscines, et donc en particulier la question de la piscine de Jean Blou. Peut-être pour le public nombreux aujourd'hui et aussi le public en ligne, il y avait eu un accord de principe au Conseil sur le fait de rejoindre le projet de piscine à Jean Blou, mais donc avec un accord de principe, participer aux frais d'exploitation pour peut-être à terme pouvoir avoir cette piscine-là aussi ou à la place de Louvain-la-Neuve. Et donc on a lu dans la presse pendant l'été qu'il y avait eu un retrait, une décision du collège de se retirer du projet. Donc voilà, c'est pour avoir des explications. On a lu aussi qu'il y avait un changement dans les conditions, qu'il était maintenant question de participation financière plus élevée. Donc voilà, j'imagine que les calculs ont été faits, mais ce serait intéressant de pouvoir avoir un peu plus de détails là-dessus, sur ce qui a motivé votre choix, enfin si c'est le cas, et où est-ce qu'on en est dans le dossier. Je ne sais pas si suite à l'accord de principe, quelque chose avait été signé ou quoi, enfin voilà, s'il y a des conséquences à ça. Et c'est vrai que après, voilà, je ne suis pas certaine qu'il y ait... Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ça ferme ou pas définitivement des portes à Jean Blou, si c'est le cas, parce que c'est vrai que sur le bloc-ri, c'était une incertitude l'année dernière. On est quand même sur des conventions annuelles. Pour l'instant, tant mieux, c'est reconduit. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'écoles qui ont envie de ça. Il faut savoir que jamais le bloc-ri va nous céder à quelqu'un d'autre. Renonce. En tout cas, on a obtenu les premiers couloirs. Tant mieux si c'est le cas, mais voilà, aussi avec la perspective, ici on est dans la perspective plutôt de long terme, sur l'évolution dont on vient de parler, potentiellement du nombre d'élèves, etc. Donc voilà, je trouve que c'est important, c'est quand même un sujet qui touche beaucoup de parents et d'habitants tout court, de voir un peu ce qu'il en est de ce qui s'est passé cet été par rapport à la piscine de Jean Blou. Donc on a déjà parlé pas mal donc, dans les journaux et à la télé, à notre chère télé locale. Donc, pour rappeler, donc, on a été pressé en quelque sorte aussi par Jean Blou de prendre position. C'est pour ça qu'on a pris la décision donc, au collège. Donc ils voulaient savoir ce qu'il en était pour qu'eux puissent avancer dans leur projet, puisque maintenant ils sont tenus aussi par des délais dans le cadre du subside infrasport par rapport donc, à ce projet donc, important. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision donc, au collège. Concernant la procédure, donc, on a vérifié, mais il n'était pas nécessaire de passer donc, au conseil communal, puisqu'on avait été interpellé donc, par rapport à cette question-là. Donc le fait d'être passé préalablement donc, au conseil nous donnait la possibilité par la suite de pouvoir nous retirer. Donc sur ce point-là, pas de souci. Pourquoi? Alors les raisons, d'une part, il n'était pas prévu à la base une participation à l'investissement, chose donc, qui est arrivée en cours de route. Donc, ce n'était pas dans les premières discussions. Alors, pour être correct, par rapport au montant total, je n'ai plus le montant exact, mais on parle d'un investissement de 16 à 17, sans doute 18 millions d'euros, qui est un montant donc, très important. On nous demandait une participation qui était quand même minime, donc c'était de l'ordre, on va dire, de 75 à 85 000 euros. Donc forcément, ce n'est pas énorme, mais ce n'était pas prévu. Et donc, ce n'était pas prévu non plus dans notre budget. Premier élément. Mais ce qui nous a fait douter le plus, finalement, c'est pas tellement l'investissement, c'est plus le coût des bains, puisqu'il était prévu que l'on reçoit donc, à un moment donné donc, un plan financier. Donc on a reçu des projections, mais ça reste des projections à ce stade-ci. Et en gros, donc, le principe, c'est une participation au déficit d'une future structure à créer qui sera de type régie communale, enfin pluricommunale le cas échéant ici. Donc ça veut dire aucune certitude sur le montant, donc aucune certitude sur un avantage par rapport à ce que l'on a déjà maintenant, donc en l'occurrence ce dont on vient de parler, la piscine du bloc-ri. Donc tenant compte du fait que nos besoins sont remplis, puisque je pense qu'on a quand même fortement évolué, donc entre une situation où on allait à la piscine qu'en deuxième primaire, et maintenant une situation où on va à la piscine de la troisième maternelle à la fin de son cursus en primaire, je pense qu'on a quand même bien répondu donc, aux besoins. Je pense effectivement qu'au niveau de la piscine du bloc-ri, sauf catastrophe de gestion de la piscine du bloc-ri, on peut quand même partir du principe que celle-ci, étant en plus une toute nouvelle piscine avec une nouvelle structure, fonctionnera donc encore de très nombreuses années. Donc entre s'engager et demander un engagement du Conseil à monter dans une structure dont on ne connaît pas la viabilité financière et ici proposer un engagement effectivement d'année en année dans une structure qu'on connaît bien, je pense qu'on a fait le choix, en tout cas qui nous paraissait le plus justifié. Et pour rassurer aussi, parce que je pense que dans certains échos dans la presse, c'était pas très clair, ce n'est pas parce que nous nous retirons donc, du projet que d'une part le projet de piscine de Jean Blou tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots bien entendu, puisqu'il y a toujours une autre commune qui est intéressée, qui est la commune de La Bruyère et qui a confirmé donc, son intérêt pour monter dans le projet, ce qui garantit le statut supracommunal du projet et donc ce qui garantit le supplément de subside à Jean Blou.
Donc ça ne met pas en cause le projet en lui-même et ça ne remet pas en cause non plus la possibilité que nous aurions d'y retourner ou d'y aller donc à un moment donné lorsque cette piscine existera. La seule chose, c'est que bien entendu le fait de participer à la structure pourrait normalement nous garantir un tarif préférentiel, chose que nous n'aurons pas si on souhaite à un moment donné frapper à la porte en disant tiens, on souhaite obtenir donc des couloirs donc chez vous, d'autant, enfin, d'une part le tarif, d'autre part la disponibilité. Voilà, donc ça c'est clair. Mais partant de la situation dans laquelle on est, et de l'autre côté les risques et donc l'inconnu par rapport à la future structure, on a estimé qu'il était plus efficace et finalement donc sage aussi de continuer à travailler avec la piscine du Bloc-Ri. Voilà pour les différentes raisons. C'est vrai que le prix du bain est d'office augmenté pratiquement du double à ce qu'on paye actuellement au Bloc-Ri. Donc, je trouve quand même intéressant de rester. Merci. Mais je pense qu'en effet, entre les quelques lignes dans la presse ou les trucs à gauche-droite, c'était important de pouvoir avoir la balance et par rapport à la situation existante. Donc, merci pour cette information. Et Jean-Bou ne nous en veut pas. Donc, si la question est posée ou ça interpelle certains, pas de problème. Voilà. Tout à fait. J'ai posé la question à la directrice, qui était très étonnée des retours, en se disant que, enfin voilà, je pense même qu'elle y a été. Alors elle explique aussi que les enfants sont petits et que de fait, il faut parfois patienter un peu au bord de l'eau, mais ils ont tous un temps dans l'eau qui est quand même conséquent. Donc voilà, elle était vraiment étonnée des retours, enfin de mon retour, parce qu'elle n'a eu par ailleurs aucun autre retour. C'est pas conséquent, puisque c'est quoi, la piscine, une demi-heure? Je pense que c'est une demi-heure, oui. Mais je pense que les personnes, enfin voilà, si des grands-parents ou des parents constataient ça, je les invite à envoyer un mail à la directrice de l'école. Mais en tout cas, quand je lui en ai parlé, elle était très étonnée et n'avait pas l'air de valider l'information. D'autres questions, d'autres remarques? Non. Nous passons au 7e objet, renouvellement de la commission. Oui, on ne passe pas au vote. Non, tout le monde est d'accord. Apparemment. Si Bernadette le dit, c'est que c'est Christophe. Je pense que s'il y avait une objection, Oui, il n'y a pas l'air d'avoir de grandes objections. Ben oui, c'est bien. 7e objet, renouvellement de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité. Modification de son règlement d'ordre intérieur. Sur ce point-ci aussi, ça devrait aller vite. Donc c'est juste la modification du règlement d'ordre intérieur. Et si vous avez lu un peu tout le point du Conseil et le document, vous avez vu qu'il y avait très peu de modifications. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Mais c'est nécessaire dans le cadre du renouvellement de la CCAT. Voilà, donc le SPV a demandé certaines adaptations. Voilà. Oui. Pas de questions sur le ROI, en effet, qui est peu modifié. Mais néanmoins, je souhaitais, au nom du groupe écolo, profiter de ce moment pour revenir quand même un instant sur la manière dont la CCAT avait été composée et le débat, ou plutôt l'absence de débat au niveau du Conseil du mois de mai. Peut-être de nouveau pour le public, parce qu'on parle souvent aussi dans des termes parfois compliqués, CCAT. C'est quoi la commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité? C'est obligatoire quasiment dans toutes les communes wallonnes. C'est quand même une instance super intéressante pour analyser les dossiers de mobilité, d'aménagement du territoire, qui est sollicité pour donner des avis. Et ce qui est surtout intéressant dans cette commission, c'est la diversité, c'est le fait qu'on ait des gens désignés par le Conseil, mais aussi, et c'est dans le décret wallon, d'avoir un équilibre des genres en termes de territoire, en termes d'âge et aussi en termes d'expertise. Et donc voilà, à ce titre, c'est une commission mixte, donc c'est vraiment super intéressant. Et donc nous, on s'était vraiment super fort réjouis de voir que, alors qu'il y avait 18 places possibles pour les citoyens, il y a quand même eu 55 candidatures, ce qui est vraiment beaucoup par rapport à la taille de notre commune. Donc on voulait encore quand même souligner, remercier, féliciter tous les Wallinois, les Wallinoises qui sont prêts à s'engager. Et dès lors, nous, on regrette vraiment la manière dont ça s'est passé. Je l'avais déjà exprimé pendant la séance, mais vraiment, je reprends la tribune pour réaffirmer que la manière dont le débat n'a en fait pas eu lieu, c'est un manque quand même de transparence et d'information qui nous semble quand même assez dommageable par rapport
au débat démocratique dans cette assemblée, mais aussi par rapport en fait aux candidats, aux candidates qui n'ont tout simplement pas eu l'occasion d'entendre les raisons, les motivations, de comprendre en fait la composition de cette assemblée. Qui d'ailleurs n'ont pas non plus été informés. Moi, j'ai des retours de candidats qui n'ont même pas reçu une information sur le fait que ça allait passer au Conseil, qui n'ont pas... Alors, même si j'entends qu'on va me dire que c'est normal parce que la décision devait être validée par le SPE, mais en termes au-delà des procédures, il y a une question d'information, de transparence. On sait aujourd'hui que la démocratie, c'est quand même un truc qui est fragile. On sait que le système politique, c'est pas ce qui inspire le plus de confiance. Et donc voilà, nous on regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu une possibilité pendant ce conseil que la majorité puisse présenter son projet, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est les règles du jeu. Il n'y a pas de souci, on remet pas du tout en question la décision, ni le fait que la composition tienne la route, mais le fait de pouvoir à un moment avoir une présentation et pouvoir en débattre, mettre de manière publique les raisons, les autres possibilités qu'il aurait pu avoir, et le fait que les personnes qui ont candidaté puissent avoir cette information. On espère que dans le futur, on aura un peu plus d'ouverture et de transparence. Les raisons ont été expliquées en séance. Mais les choix, les motifs ont été expliqués en séance. Après le vote. Donc, effectivement. Donc nous, on parle... Par rapport à ce qui s'est passé il y a 6 ans, la seule différence, c'est que ça a été présenté après le vote. Mais sinon, en soi, ce qu'on a fait il y a 6 ans, c'était la même chose. Donc il y avait une proposition qui a été faite par la majorité, avec les critères retenus, parce que c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et donc la seule différence, c'était le moment où on a présenté donc, les différents motifs. C'est la seule différence, mais c'est une différence de taille. C'est certain que si on avait présenté les choses avant, votre vote aurait été différent. Eh bien, je suis ravie d'apprendre que mon vote ne sert à rien et n'aurait pas pu modifier la position de la majorité. Il y a une certaine manière de faire la politique, mais... Non, je parle simplement que vous n'auriez pas entendu nos arguments, c'est tout. Je pense que ce n'est évidemment absolument pas la même chose d'avoir un débat d'idées, de pouvoir confronter des idées avant un vote, ou de expliquer après coup un vote qui était déjà cuit d'avance, d'expliquer après coup. Ce n'est pas du tout un débat démocratique. Donc voilà, j'ai pas envie de faire la polémique ici, mais je pense, et c'est une question avant tout envers les citoyens et envers les personnes qui ont candidaté comme bénévoles pour s'impliquer, de pouvoir simplement avoir... Et donc, la démocratie, une explication. Arrêtez de dire ce qui est faux. Donc, je n'ai pas dit que ce n'était pas respecté. La règle, oui, bien sûr. Chaque groupe a pu se concerter. C'est la démocratie. Chaque groupe pouvait même solliciter avant le Conseil aussi des discussions. Bien sûr. Donc là, je ne remets pas en question le fait que la règle... Et venir dire qu'il n'y a pas de démocratie, donc après coup, c'est un peu facile, c'est pas le cas. Je n'ai pas été respecté. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Si ce n'est pas le cas, le SPE nous le dira. Donc si le SPE estime que la composition ne respecte pas la diversité et la règle et la loi, elle nous le dira. On a d'ailleurs été questionné sur certains éléments. On a apporté des éléments de réponse, montrant toute la difficulté de répondre à la réglementation en la matière et d'assurer une bonne représentativité de l'ensemble population, de l'ensemble des intérêts, de l'ensemble des compétences, des formations, des professions. Et donc, on attend, bien entendu, donc, cette décision. Et sur le fait d'informer, là, il ne faut pas dire ce qui n'est pas correct. On ne peut pas envoyer un courrier aux personnes leur disant « vous avez été désignés », parce que c'est faux. Ils ne sont pas encore désignés. Ils seront désignés lorsque le ministre aura validé la composition de la CCAT. Bien sûr. Donc on ne va pas, nous, commencer à envoyer des courriers. Par contre, je pense que si quelqu'un est vraiment à ce point-là intéressé par le fonctionnement de la commune et l'intérêt donc, communal ici de l'aménagement de territoire, je pense que ces personnes ont certainement l'information, puisqu'ils ont certainement pu regarder sans doute la diffusion sur Internet ou poser la question donc, par la suite. Donc toutes ces personnes, je l'espère en tout cas, ont eu l'information par ailleurs. Donc il ne faut pas dire ce qui n'est pas correct. Donc on respecte je n'ai jamais dit ce qui n'est pas correct. Et on doit aller au-delà de la procédure. Donc on est tout à fait d'accord. La procédure, les règles ont été respectées et encore heureux. Donc nous sommes bien en démocratie. En termes institutionnels, il n'y a aucun problème. Ce que je voulais simplement amener ici, c'est que la démocratie en action, ça va au-delà des règles. Et que le fait de dire on va continuer la participation, on va faire d'autres manières d'impliquer les gens, voilà, ça passe par toutes des petites choses, y compris de l'espace pour le débat.
C'est tout. Je parle de l'esprit et on peut différer sur l'esprit dans les choses se font. De poser des font. questions en amont, de poser des questions en aval, de demander des réunions. Et on va continuer à le faire. Travail ici, donc on va continuer à le faire. Donc moi, j'ai pas de souci. On peut organiser une réunion dès demain, dès après-demain, pour discuter des motifs. Si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous n'êtes pas assuré et apaisé par rapport à ces différents choix, il n'y a pas de problème. Pas de remise en question sur la décision, juste une remarque par rapport aux futures procédures sur notre demande de débat ouvert en amont. Ce que tu dis est important, la transparence, mais tout était transparent, puisqu'en fait, les règles, c'est même pas la commune qui les fixe, c'est la région. Et les critères de sélection, c'était, comme tu l'as dit, le genre, etc., la profession. Vous aviez toutes les informations, tout comme tout le monde avait les mêmes informations, et il fallait voter en essayant de répartir ce critère. Donc, je vois pas ce qui était caché dans cette répartition et dans les informations des différentes personnes. Je ne veux pas parler du fait que c'était caché. Je vais terminer. Et ensuite, au niveau, comme Xavier l'a dit, on ne peut juste pas, d'ailleurs, je crois que ça avait déjà été interpellé la fois passée. Malheureusement, le SPE prend plus de temps que cette fois-ci, on m'en a informé. Et normalement, la composition est bonne puisque Nathalie m'a fait un retour là-dessus. Et lors de la dernière CCATM, on a pu, avec les membres qui étaient présents, qui se posent aussi la question, tiens, comment ça se fait qu'on n'a pas encore changé? Tout simplement leur répondre qu'effectivement, ça prend plus de temps et qu'ils seront notifiés quand la décision sera officielle. On devrait la recevoir d'ici 1 ou 2 semaines, normalement. Et ensuite, évidemment, comme Laurence l'avait mentionné la fois passée, mais c'était prévu, ceux qui ne seront pas, les nouveaux qui seront pris, évidemment, seront forcément au courant, et même ceux qui ne seront pas pris, ils auront le retour tout simplement parce qu'il y a eu décision en fonction des critères. Je veux dire, il n'y a pas plus compliqué que ça, en fait. Je pense que... C'est pas que les critères. Enfin, de toute façon, sur le point ici, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est pas aussi des critères, c'est aussi des choix politiques. Parce qu'en fait, dans les choix qui ont été posés, il y a effectivement, tu as raison, il y a des gens qui doivent avoir certaines professions, certains lieux géographiques et tout. Après ça, la proposition de la majorité, c'est de choisir des personnes alors que d'autres personnes ont les mêmes professions, habitent les mêmes villages, etc. C'est des choix qui sont posés. C'est pas que l'application de la réglementation et des critères. Dans les critères, alors évidemment, il faut respecter les critères, on est bien d'accord, et la réglementation. Après ça, vu le nombre de candidatures qui effectivement était hyper important, et c'est tant mieux pour la démocratie, après ça, il y a des choix politiques. Et il ne faut pas se le cacher. Et oui, mais bon, les choix politiques sont motivés. C'est pas des choix donc comme ça parce qu'on préfère l'un ou l'autre. C'est pour expliquer, d'essayer d'avoir cette représentation vraiment donc dans chaque village, c'est important. Et malgré le travail qu'on a fait, on a eu des remarques par rapport à cela aussi au niveau du SPE. Bon, voilà, après, il faudrait peut-être 7-8 effectifs pour qu'on ait vraiment un représentant de chaque village et hameau finalement. Donc et donc c'est pas possible. Après, donc on a aussi tenu compte d'un certain renouvellement, mais aussi en gardant une certaine expérience. On peut pas avoir que des anciens, on peut pas avoir que des nouveaux. Donc c'est en accumulant les différents critères qu'on arrive à cette proposition. Alors sans doute qu'il y a certains endroits où l'un aurait pu être remplacé par l'autre, c'est possible. Mais à un moment donné, voilà, il faut faire effectivement donc une proposition. Voilà, et c'est un équilibre tellement complexe. Voilà qu'il y a ce travail en amont important qui a été fait. Et puis voilà, je pense que c'est au SPE maintenant et surtout au ministre de dire si les choses sont correctes. Voilà. J'aimerais demander à ce que notre intervention soit inscrite au PV. Et donc je répète qu'il n'y a pas du tout de remise en question de la décision, mais une remarque importante sur la manière de faire et l'information préalable, c'est tout. Alors le règlement dans l'intérieur exige, on commencerait là, un conseiller communal qui le demande me fournisse le texte à introduire dans... Pas de souci. Je n'ai pas pu l'imprimer, mais il est là. Je peux te l'envoyer tout de suite par mail, si c'est acceptable. C'est ça qu'il faut faire, oui. Alors je fais ça tout de suite. Merci. Mais je pense qu'on peut passer au vote. Sur le... Oui, c'est OK. Hein. C'est bon? C'est une obligation. Ah ben alors. Le débat, c'est quelque chose. Bien sûr. 8e objet, renouvellement du conseil consultatif communal des aînés. Désignation de sa présidente sur proposition du dit conseil consultatif. Visiblement, ça pose beaucoup moins de problèmes que le point... Enfin, j'espère, en tout cas. J'espère. Donc, je suis vraiment heureuse de la mise en place et du renouvellement de ce conseil consultatif. Nous avons 11 membres, dont 4 membres de
de la résidence du Nil, ce qui est vraiment très intéressant. Nous avons même 12 membres. J'oublie quelqu'un qui sera coopté au prochain Conseil des aînés. Alors évidemment, ils ont dû voter pour désigner leur président ou présidente, et après un vote et une candidature unique d'ailleurs, c'est Mimi Maillon-Depré qui a été plébiscitée. Ensuite, nous avons une vice-présidente, Françoise de Viron, et un vice-président suppléant, Monsieur Bernard Schnock. Donc je tiens déjà à les remercier vivement, et j'en profite pour avoir un mot tout particulier pour Daniel Gallet qui est dans le public ce soir et qui a mené avec brio, intelligence et entrain le conseil consultatif de la mandature précédente. Donc je vous propose de l'applaudir chaleureusement. Merci Daniel. Oui, j'allais dire, je n'en ai pas eu, voilà. Ça sera vite fait. Eh bien, tiens, voilà. Merci. Je la mets aussi. Vous avez de l'argent à côté ? Approuvé par 18 voix pour et donc à l'unanimité des membres présents. Merci pour elle. Alors, nous passons au 9e objet, point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunal IMIO le 30 septembre 2025 à Soirley. Ça devrait aller assez vite aussi. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui étaient à l'AG mi-juin, ils ont eu un petit problème au niveau des votes ou de la présence de certaines personnes qui n'avaient pas complété le formulaire à l'avance. Et donc, c'est pourquoi ils remettent les points qu'on a déjà dû passer la fois passée. Et donc, voilà, il y a les 3 points, décharge de l'administrateur, démission d'office et le renouvellement du CA. Voilà, si tout le monde est OK. Nous passons au 10e objet, fabrique d'église de Saint-Servais, compte de l'exercice 2024. Voilà, donc la fabrique termine avec un boni de 10 599 €, donc il y a eu des dépenses en moins par rapport au budget, et alors un boni reporté de 2023 de 4 774 € qui explique donc le boni global. Et le 11e objet, c'est fabrique d'église Saint-Servais, modification budgétaire numéro 1 sur l'exercice 2025. Donc ici, ils ont décidé de remplacer donc la chaudière de la cure, donc avec un montant de 14 000 €, et donc qui doit être comblé par une dotation supplémentaire. Et qu'est-ce qui justifie qu'ils l'ont fait et que ce n'était pas prévu donc au budget? C'est le changement de régime TVA au niveau de l'installation de ces chaudières, puisqu'on est passé de 6% à 21% dans le courant du mois de juillet. C'est bon pour tout le monde? Merci. Alors, le 12e et le 13e objet, c'est dans le cadre de la synergie entre la commune et le CPAS.
Le 12e, c'est la convention entre la commune et le CPAS de Wallin relative à la mise à disposition et l'occupation partagée d'un conseiller en prévention à mi-temps. Donc effectivement, on en avait déjà discuté de cela, je pense. Donc on a d'abord une convention, enfin un accord avec la commune de Chastres pour l'engagement d'un conseiller en prévention en commun. Le conseiller est là et il travaille très bien, donc il a beaucoup de boulot bien entendu, mais il travaille donc sur 4 entités finalement, donc c'est commune et CPS de Chastres, commune et CPS de Wallin. Et alors pour ce qui est du côté wallinois, il faut une convention entre nos 2 institutions pour organiser son travail. Donc c'est un mi-temps chez nous, donc c'est un jour au CPS, 1 jour et demi chez nous, mais voilà, c'est bien entendu flexible et en fonction des besoins, puisque je pense qu'il y a parfois donc des obligations qui s'imposent. Le salaire est pris totalement en charge par la commune. On pourrait décider de faire payer le CPS, mais finalement, si c'est pour augmenter la dotation, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on a décidé de travailler de cette manière-là. Signaler que la personne qui est en fonction, on a déjà eu l'occasion de travailler sur pas mal de dossiers. Elle a même travaillé aussi, il a même, puisque c'est un garçon. Donc il a travaillé sur l'exercice de planification d'urgence qu'on a réalisé ici avant les vacances et il a été aussi très efficace dans ce domaine. Donc c'est vraiment une plus-value importante pour les 2 institutions. On s'occupe actuellement du PU des écoles. Aussi, voilà. D'urgence d'intervention dans les écoles. Chaque école doit disposer aussi d'un plan d'urgence, entre guillemets, quoi. Donc il se met en ordre par rapport à cela. Voilà. C'est bon pour tout le monde, des remarques, des questions? 13e objet, alors c'est la convention entre la commune et le CPAS de Wallin relative à la mise à disposition et l'occupation partagée d'un agent technique à mi-temps chargé de la gestion des bâtiments. Donc ici c'est une nouvelle synergie. Donc l'objectif c'est de créer une équipe bâtiment sur les 2 institutions, donc pour favoriser les économies d'échelle, avoir un mode de gestion homogène entre les 2 entités. Donc l'objectif à terme, c'est d'avoir vraiment une forme, comme c'est écrit ici, de transfert de la gestion technique de tous les bâtiments du CPS vers la commune, et donc d'avoir une équipe ici avec les ouvriers communaux qui s'occupent déjà des bâtiments, plus les ouvriers du CPS qui sont en charge principalement des bâtiments du CPS et qui seront chapeautés par un chef d'équipe bâtiment qui viendra compléter, qui complète déjà, puisqu'il travaille déjà à charge communale, mais il travaille aussi bien entendu toujours au CPS, et il est chargé dans les 6 mois, enfin 6 mois, il n'y a plus 6 mois, dans les 4 mois, 3 mois, le temps passe vite, 3 mois qui viennent, d'analyser toutes les modalités finalement de mise en œuvre concrète de cette synergie. Et donc l'objectif c'est qu'au 1er janvier 2026, le CPS transfère la gestion technique de ces bâtiments à la commune et que celle-ci gère de manière autonome finalement en fonction des besoins tous les aspects techniques des bâtiments, des réparations, programmation des entretiens. Justement, le contenu de la synergie doit encore être bien déterminé par ici les équipes et de manière concrète la personne qui fonctionne déjà maintenant dans cette collaboration. Oui, c'est bon pour tout le monde. Merci. Alors, le 14e et le 15e objet sont des objets qui sont en comité secret. Donc, on passe au 16e, qui est le programme communal de développement rural, délibération du collège communal en sa séance du 25 août 2025, portant attribution du marché public de travaux relatif à la rénovation de la salle du Fenil à Tourine-Saint-Lambert. Alors, on sollicite l'urgence. Pourquoi? Pour pouvoir avancer rapidement dans ce dossier, puisque, pour rappel, il est lié à 2 subsides. Un subside en lien avec le PCDR. Donc celui-là, il n'y a pas trop de stress en termes de timing. Par contre, il y a un subside aussi UREBA au niveau énergétique qui, lui, est lié à des deadlines. Et donc, il est important que l'on puisse avancer au plus vite. Pourquoi on passe au conseil? Parce qu'une attribution, normalement, ne passe pas au conseil communal, mais ici, tout simplement parce que les crédits qui sont inscrits au budget modifié sont insuffisants par rapport au montant de l'offre retenue. Et donc, la procédure veut que l'on sollicite l'accord du conseil communal dans de tels cas. Bien entendu, les crédits seront majorés à la prochaine modification budgétaire. Donc ici, on a reçu 2 offres, et celle qui est proposée de retenir, c'est celle de la société Picard,
pour rappel, qui a travaillé déjà sur la grange des 6 heures. On a eu un projet qui s'est très bien passé au niveau de la grange. Je pense que le résultat aussi est de qualité. Le montant donc, est important. C'est un montant d'1 396 000 € TVA comprise. Bien entendu, donc c'est un investissement donc, majeur au niveau de la commune. Bon, pour rappel, c'est un projet qui est initié depuis déjà plus de 10 ans certainement qu'on en parle, puisque c'était déjà prévu donc, dans le PCDR donc de 2014. Donc, je pense qu'il y avait une fiche sur le FENIL, sur l'environnement donc, du FENIL, donc, qui fait l'objet d'un autre projet donc, par ailleurs. La CLDR a participé de manière importante sur ce projet. On sait que c'est une salle mythique, historique de notre commune. C'est la plus grande salle de notre commune. Elle répond donc à un besoin clair et on sait que demain, rénovée, elle amènera sans doute encore d'autres demandes. Et ce sera bien donc l'objectif, bien entendu. Pour rappel, donc, le montant total des subventions actuelles, c'est 680 000 €. Je note aussi que nous avons déjà travaillé, vu les montants, on a déjà sollicité notre auteur de projet pour identifier toute une série de pistes d'économie pour essayer de réduire donc, la facture finale. Alors ces pistes sont importantes, mais devront être bien entendu donc, discutées avec l'entrepreneur auquel on attribue donc, le marché. Et donc dès que on pourra notifier finalement donc, ce marché, de manière précise, on aura donc la possibilité de discuter de ces différentes pistes. Les étapes suivantes, donc le dossier, une fois qu'on aura la décision ici, pourra être complété et transmis donc à la fois à la tutelle pour l'attribution et aussi donc au pouvoir subsidiant qui devront confirmer aussi donc les différents subsides. Et là, on est dépendant du délai que prendra donc ces décisions, donc d'où l'importance de ne pas perdre de temps finalement et de pouvoir finalement avancer avec ce projet important. Quelqu'un a des questions? Donc c'est un objet qui est soumis en urgence et donc la majorité des 2 tiers nécessaires pour que l'urgence soit acquise. Oui, il faut un vote sur l'urgence, bien entendu. Quelqu'un souhaite passer au vote? Pas de souci? Pour l'urgence et pour le fond, oui. Merci. Ça sera mieux que les 2 tiers. Voilà. Voilà. 17e objet, fabrique d'église Sainte-Thérèse, prorogation du délai de tutelle sur son budget pour l'exercice 2026. Oui, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc on a reçu trop récemment, entre guillemets, donc, le budget 2026 pour qu'on puisse l'examiner donc, en collège et qu'on ait donc, le retour aussi de l'archevêché. Je pense qu'on n'a pas encore reçu. On a reçu l'archevêché et c'est ça qui fait écouler le délai de 40 jours. Et donc le délai de 40 jours est un peu trop court pour le prochain conseil communal d'octobre. Et c'est pour ça qu'il est demandé ici un délai supplémentaire de 20 jours. Voilà, donc, ça permettra de passer le point au conseil du, j'ai déjà oublié, 5 octobre. 13 octobre, voilà. Ouais. Voilà, mais avec ceci se termine le conseil communal. La séance publique se termine ici. Je vous remercie d'avoir assisté au conseil communal. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci à Torto.